Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Schlacher, directeur du CFPCO. Depuis des années, consoeurs et confrères me posent deux questions. La première, quels sont les obstacles majeurs que je rencontrais dans la prise en charge quotidienne de la douleur? Et la deuxième, comment est-ce que j'opère désormais? Alors premièrement, je ne comprenais pas ce que je faisais. Et au début, je concentrais mon raisonnement clinique sur la recherche de dysfonctions ostéopathiques, négligeant complètement la douleur en tant que telle, la considérant comme une conséquence des dysfonctions somatiques. Je croyais qu'en détectant et en normalisant ces dysfonctions, je pourrais guérir le patient. Alors quelles sont les conséquences? Eh bien, en cas de succès, je ne comprenais pas forcément pourquoi ça fonctionnait, et en cas d'échec, je ne comprenais pas forcément pourquoi ça dysfonctionnait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit la classification de la douleur. Ça a été la première évolution dans mon accompagnement de la douleur. En effet, comprendre les mécanismes de la douleur a rendu mon discours cohérent, a amélioré les pronostics et m'a permis d'adapter les solutions au processus physiologique en cours. J'ai appris à détourner mon attention et mon raisonnement de la dysfonction et à revoir tous les temps thérapeutiques. Nouvelle anamnèse avec classification des douleurs et prise en compte des facteurs psychosociaux, nouvel examen clinique, nouveau traitement ciblé sur les processus en cours et, si besoin, sur le tissu neural, et puis nouvelle relation avec les patients et les partenaires de soins. Ensuite, deuxième point, j'avais beaucoup de doutes et de culpabilité. Je me demandais constamment si j'avais trouvé les bonnes dysfonctions, si j'avais effectué la bonne manipulation de la façon adéquate. Mon raisonnement clinique reposait sur une vision mécaniste du corps, un corps-objet avec lésions, dysfonctions, blocages qu'il fallait corriger et normaliser. Tout reposait sur moi comme si j'étais un mécanicien, seul détenteur du savoir. Quelles étaient les conséquences? Eh bien pareil, en cas de succès, tout était grâce à moi et en cas d'échec, j'étais responsable. J'ai changé ma posture en créant une alliance thérapeutique où patients et praticiens étaient acteurs de la solution thérapeutique. J'ai surtout appris à écouter, à poser des questions ouvertes, à valider l'autre dans son ressenti et à créer de la confiance et de la sécurité pour co-construire une solution thérapeutique. Troisième point, j'avais des sueurs froides, surtout dans les cas aigus, et j'ai été très déçu par le modèle holistique. Je croyais être tellement holistique que je n'envisageais pas une seule seconde un échec possible dans un traitement manuel. Mais les liens tissulaires entre les systèmes ne définissent pas l'holisme. C'était un déni de la complexité humaine et de la science. Qu'est-ce que j'ai mis en place? La prise en compte du contexte. Comment? En intégrant la recherche des facteurs psychosociaux dans l'anamnèse. Et là-dessus, la littérature montre que ces facteurs sont très corrélés aux troubles neuromusculo-squelettiques. J'ai appris à enquêter sans culpabiliser les patients, à les aider à comprendre l'interaction entre contexte de vie et leur corps, et à exercer en fin de compte l'ostéopathie dans un cadre biopsychosocial. Cette étape m'a permis d'offrir aux patients un espace d'écoute dans lequel ils pouvaient trouver du sens à ce qu'ils vivaient, et non pas l'inverse, où je projetais une symbolique quelconque sur leur histoire. Et bien souvent, dans ces situations douloureuses, l'alliance thérapeutique et la construction du sens amenaient déjà un soulagement, pour le coup, profondément holistique. Dernier point, quatrième point, je ne savais pas doser les techniques ni le nombre de séances. Je répétais mécaniquement les modèles appris, mais aucun ne fonctionnait mieux qu'un placebo. Que ce soit le clic qui guérit une séance, la réintégration des protrusions, ou la détente méningée, ou les lignes de Little John, etc., etc. Et cela a été bien difficile quand j'ai découvert en plus que l'essentiel de la thérapie manuelle enseignée était basé sur les règles de fonctionnement du tissu conjonctif et que les spécificités du tissu neural n'étaient ni enseignées ni prises en compte. Est-ce que vous le saviez, cela? J'ai intégré la mécanosensibilité des nerfs périphériques dans mon raisonnement clinique. C'est-à-dire qu'à l'état normal, un nerf n'est pas sensible à l'étirement, sauf s'il est inflammé, auquel cas il devient mécanosensible. Et quand un nerf périphérique inflammé est étiré, il va générer une réponse musculaire de défense autour de lui. Et justement, on peut se servir de ces réactions musculaires pour tester
le système nerveux périphérique et déterminer le caractère neuropathique d'une douleur. C'est là que pour la première fois de ma vie de praticien, j'ai trouvé des réponses sur le dosage. Si tout cela résonne en vous et que vous souhaitez apprendre à utiliser ces approches dans la prise en charge de la douleur, que ce soit la classification de la douleur, les bases de l'alliance thérapeutique, l'impact du contexte de vie sur la douleur, le fonctionnement de la thérapie manuelle sur les nerfs périphériques, les voies de la modulation de la douleur utilisables pratiquement en cabinet, je vous propose de nous rejoindre sur notre e-learning « La mécanique de la douleur ». En vous inscrivant, vous avez une semaine garantie satisfait remboursé où vous pouvez tester le premier module dans son entièreté. Chers consoeurs et chers confrères, je vous dis à bientôt dans la mécanique de la douleur.